Croyez-le ou non, mais il y a quelques mois se sont achevées les années 2010, une décennie qui fut ma foi bien riche pour nos autres fans de comic books, décennie que j'aimerais même qualifier de décennie du tournant, parce que les comics n'ont jamais été aussi populaires qu'en ces années-là, et on va se l'avouer, allez à vous, ça claque de balancer ça en intro. Là t'as envie d'en savoir plus, là t'es intrigué. Que retiendrons-nous des années 2010? Quels sont les événements qui ont marqué et changé notre industrie préférée? Eh bien, prenez une dose de particules PIM, car aujourd'hui, on se replonge dans un passé pas si lointain. Je vous entends grincer des dents, mais impossible d'ignorer l'explosion des adaptations de comics sur petit et grand écran, qui ont plus que jamais amené de nouveaux lecteurs dans notre petit cercle fermé. On peut remercier d'une part The Walking Dead et sa série télé sur EMC, qui, on a tendance à l'oublier, fut un temps un énorme phénomène du level de Game of Thrones, et qui a permis de montrer que les comics, c'est pas que Marvel et DC, c'est aussi l'indépendant. Et d'autre part, bien évidemment, comment ne pas citer le MCU? Un pari inédit, très risqué, mais globalement réussi, où Kevin Feige a réalisé un rêve de fan, voir nos Avengers sur grand écran sans que ce soit cheapos, et ça tout en séduisant le grand public sur plus de 10 ans avec une formule que beaucoup ont ensuite tenté de copier sans jamais l'égaler, provoquant ainsi une guerre des studios. Pendant que Sony tentait de créer son Amazing Spider-Verse, Disney poussait Marvel Comics à mettre en stand-by les X-Men et les 4 Fantastiques, dont les droits appartenaient à la Fox, pendant que Warner lançait son DC Extended Universe, supervisé par Zack Snyder, monsieur connu aujourd'hui pour une coupe qu'on voudrait libérer. Putain, s'il veut porter une casquette, foutez-lui la paix. La suite, vous la connaissez, DC au ciné, ça marche pas si bien que ça, et twist, Sony signe un accord pour prêter son Spider-Man au MCU, tandis que Disney sort l'artillerie lourde et rachète la Fox, récupérant ainsi les droits des mutants et des 4 fantastiques. Ah, et l'adaptation d'un comics est devenu le film le plus vu au monde. Voilà, si on m'avait dit ça à la sortie d'Iron Man, j'y aurais pas cru. Comme je le disais un peu plus tôt, le fait que le box-office ciné, télé et jeux vidéo soit composé d'une bonne poignée d'adaptations de comics ne pouvait qu'amener plus de nouveaux lecteurs, des curieux dont vous faites peut-être partie. Coucou à vous, on vous aime. Alors parlons-en du comics dit papier, car de ce côté-là, il s'en est passé des choses en 10 ans. Avant d'attaquer le gros morceau, j'ai envie de féliciter nos indépendants, qui ont vaillamment tenu tête à Marvel et DC. Je ne vais pas tous les citer, mais au moins prendre l'exemple d'Image Comics qui fut un temps, notamment grâce à Walking Dead, presque considéré comme la troisième entité des Big Two. Nous avons eu des lectures incroyables, au point où se présenter comme lecteur de comics indépendants n'est plus déconnant au vu de l'offre actuelle. Et cette explosion de l'indé a permis à de nombreux scénaristes et dessinateurs de dévoiler tout leur potentiel. D'ailleurs, à ce sujet, alors vous pouvez me contredire dans les commentaires, mais j'avais pas le souvenir que les artistes étaient aussi bankable par le passé, hormis peut-être Alan Moore ou Frank Miller. Je veux dire, bon, c'est peut-être dû à internet, mais si demain Jeff Lemire ou Sean Murphy sort une nouvelle série en indé, t'inquiète pas qu'il y a déjà des milliers de précommandes. Bref, l'indé est devenu un marché juteux. Suffit de voir les studios de production qui s'arrachent les droits d'adaptation de la moindre série culte. Bah ouais, à quoi bon se creuser la tête à créer de nouveaux concepts quand tes futurs blockbusters t'attendent sagement en indé. D'ailleurs en France, on l'a bien senti cette montée de l'indé. On a comme eu un éditeur boom. Delcourt, Glénat, Bliss, Achilleos, iComics, Delirium, Jungle, Paperback, Snorgle, Label 619 et encore, j'en oublie sûrement, le nombre de maisons d'édition comics a explosé, ce qui a amené une offre jamais vue auparavant pour le plus grand malheur de nos banquiers. Ce ne sont plus 2-3 éditeurs qui se partagent le gâteau et le catalogue s'est étoffé comme jamais, et ce, malgré les risques, comme Bliss avec l'univers Valiant. Ceci dit, je suis bien obligé de noter que certains de ces éditeurs ont déjà mis la clé sous la porte. Preuve peut-être que nous avons déjà un peu trop d'acteurs. Mais pour expliquer cette soudaine explosion des éditeurs indépendants, il faut remonter à 2011 avec l'arrivée d'Urban Comics. Pour moi, il est là l'événement le plus important de la décennie pour le lectorat français. La perte de la licence DC par Panini au profit d'Argo. Attendu comme le Messie, Urban Comics a donné aux fans français le DC qu'ils méritaient, via la publication de très nombreux classiques jamais publiés ou réédités en France, tout en proposant un modèle d'édition que les autres éditeurs ont vite adopté. Et si je ne suis pas ultra fan de ces tranches noires un peu tristes, au moins il n'y a qu'un seul format, contrairement à son principal concurrent. Bref, Urban a réussi ce qui paraissait impossible pour Panini à l'époque, rendre DC Comics attractif en France alors qu'une majorité de lecteurs ne connaissaient pas cet univers. Un exploit qui repose sur un gros travail d'édition et de marketing, mais aussi un excellent timing. Urban Comics est arrivé à un moment crucial, car outre-Atlantique s'est déroulé un grand événement, le plus important pour les comics US selon moi, les New 52, un semi-reboot qui met de côté la continuité chaotique de DC Comics. Et je me rappelle très bien du beau masque de 2011 qui venait de commencer les comics VO un an plus tôt et qui à cette annonce était légèrement mitigé.
D'un côté, il était clair que ça ferait du bien à pas mal de séries de repartir de zéro, et que la continuité était un frein pour amener de nouveaux lecteurs. Mais de l'autre, on l'aimait cette continuité, c'est même pour ça qu'on lisait du DC. Et faire Flashpoint signifiait abandonner une période très intéressante, où Batman, Wonder Woman et Superman léguaient leur rôle à Nightwing, Supergirl et Donna Troy, et où Flash, Green Lantern et Aquaman formaient la nouvelle trinité DC. Est-ce que vous le sentez que je l'ai encore là ? Vinrent donc les New 52, 52 séries qui allaient définir le nouveau DC, un univers neuf auquel on aurait greffé des personnages issus de Vertigo et Wildstorm. Les premières années furent bonnes, malgré quelques ratés, on distinguait déjà des futurs classiques et on saluait la tentative de ne pas faire que du super-héros, mais aussi du western, de l'horreur ou des comics de guerre. La suite par contre fut plus compliquée, à croire que les éditeurs étaient aux abonnés absents, et il fallut attendre Rebirth pour que DC retrouve ses couleurs. Du côté de la concurrence, difficile de trouver un événement éditorial aussi important que les New 52. Oui, parce que désolé les trolls de 2009, mais à ce que je sache, Mickey n'est toujours pas un membre des Avengers. Alors, on a bien eu les comics Star Wars, un événement à l'époque, rappelons-le, ou la mort de l'univers Ultimate, pour les 2-3 personnes qui s'y intéressaient encore. Non, si je retiens 2 événements, c'est en premier le relaunch Marvel No, qui est un peu la réponse au New 52. Le relaunch qui a donné un coup de fouet à la maison des idées en emmenant ses personnages vers d'autres horizons, sans dire adieu à leur continuité, et qui nous a donné de très bons runs. Et en second, ce que j'ai envie d'appeler le concept All New, All Different Marvel. Et attention, je parle pas du relaunch foireux, mais je résume par là l'initiative de donner naissance à une nouvelle génération de héros, plus politisés, comme Kamala Khan, Miles Morales, Lady Thor ou un nouveau Captain America un peu plus bronzé que Steve Rogers. Si certains ont vite été adoptés, l'intégration forcée des autres a déplu, et difficile de savoir si ces nouveaux héros perdureront dans le temps. Mais quelque chose me dit que l'accueil de la phase 4 du MCU sera déterminant. Oh, et Panini Comics. Si malheureusement on n'a plus trop de nouvelles de la Paris Comics Expo, on peut se vanter d'avoir enfin notre propre Comic Con française. Alors oui, il a fallu quelques années de rodage, mais on peut le dire, la Comic Con Paris aujourd'hui, ça claque. L'avenir sera-t-il le numérique ? En tout cas ces dernières années, l'offre s'est bien développée et séduit de plus en plus. Des nouveaux talents ou des gars qui se sont affirmés, on en a eu un bon paquet. Jeff Lemire, Jason Aaron, Tom King, Donny Cates, Halloween, Jonathan Hickman et j'en passe. Si j'ai oublié votre chouchou, n'hésitez pas, complétez-le dans les commentaires. Mais on peut se le dire, cette nouvelle génération, c'était un excellent cru. A contrario, on les pensait éternels où ils nous ont quittés beaucoup trop tôt. Une pensée pour Darwin Cook, Steve Dillon, Len Wayne, Steve Ditko et Stan Lee. Et enfin, instant cucu, parlons de nous. Chaque jour, un nouveau podcast, site, blog ou youtubeur comics. Chaque jour, une nouvelle découverte via une discussion autour de notre passion sur internet. Et ça en fait du beau monde rencontré ces 10 dernières années. Et j'avais envie de vous remercier. Que vous soyez créateur, critique, lecteur ou juste fan de films, eh bien merci pour votre passion. Et j'espère sincèrement que les 10 prochaines années seront aussi passionnantes à vivre.